Bienvenue et merci d'avoir choisi la télévision Shekina. Bonsoir à tous. C'est l'heure de la principale édition d'information du soir. Le social d'abord. 2 semaines après la rentrée des classes, bien que présents à leur poste de travail, certains enseignants accusent encore jusqu'à présent des retards de paye de salaire. Autrement dit, ils ne sont pas encore entrés en possession de leur bon de caisse. Reportage. Quant aux agents de l'ESUR, il fallait que le dossier fasse l'objet d'un examen approfondi au niveau d'une commission au ministère de la fonction publique. Et au fur et à mesure, avec les réclamations faites par les intéressés et les réclamations également déposées par Dynamique Unitaire, parce que certains agents se sont présentés auprès de Dynamique Unitaire, la situation de beaucoup d'entre eux a été régularisée progressivement. Mais il se trouve que le gros lot, c'est-à-dire au niveau de l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale ayant la plus grande population en termes d'agents de l'État, il se trouve qu'au niveau de l'éducation nationale, la situation perdure toujours. Si au niveau des agences, la situation a été réglée, tel n'est pas le cas, par exemple, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et là, nous n'arrivons pas à comprendre cette situation qui précarise les pères et les mères de famille. Plusieurs facteurs pourraient expliquer certainement le fait que la situation perdure. Il y a d'abord certains enseignants qui sont le plus souvent mis de manière arbitraire à la disposition, par exemple, la direction d'académie provinciale de l'ESUR sans notification écrite. Laquelle direction d'académie provinciale de l'ESUR ne les redéploie pas sur le terrain et malgré les recours, certains, ça fait 1 an, 2 ans, ils n'ont jamais été affectés alors qu'un enseignant ne peut pas s'auto-affecter. Un autre facteur, c'est qu'il y a des chefs d'établissement qui, par excès des ailes, ont refusé de délivrer les attestations spéciales de présence au poste à certains enseignants, sous prétexte que ces enseignants, c'était des enseignants qui revendiquaient leurs droits. Si vous aviez le statut de syndicaliste, bien un enseignant syndiqué, c'était l'occasion, donc, les chefs d'établissement, profitant de cette opération, de régler les comptes donc, à ces enseignants. Il y a également le fait qu'il y a certains enseignants qui ont des dossiers dûment remplis, mais nous avons comme l'impression également qu'il y a des règlements de compte dans la chaîne de traitement du dossier. Malgré le fait qu'il ait l'attestation spéciale de présence au poste et tous les documents afférents, mais à chaque fois que la commission siège, il a toujours un avis défavorable. Et à ce niveau, nous ne pouvons pas comprendre parce que si le ministre de la fonction publique a reconnu au cours d'une conférence de presse que l'opération avait été un fiasco, et nous tous nous convenons que ça a été un fiasco, du fait que les vrais fantômes, eux, ont pu réellement bénéficier même de leur salaire, alors que ceux qui étaient régulièrement présents à leur poste sont eux aujourd'hui qui font les frais donc, de cette opération de manière injuste. Parce que, qu'est-ce qui justifie par exemple le fait qu'un enseignant qui était régulièrement présent dans son établissement, qui a participé aux examens, qui était même au jury du bac, ne puisse être lésé dans la même situation que ceux qui sont, présumés fantômes. Nous restons toujours dans le volet social. Nous allons du côté de Port-Gentil. Couvert à 80% par la forêt, le territoire gabonais est bien sûr, malheureusement, la moitié des Gabonais est mal logé. Si l'on utilisait plus de bois dans la construction de nos maisons, on pourrait être mieux logé que ceux vivant dans des maisons construites avec d'autres matériaux, estime Henri-Michel Auguste, un environnementaliste résident à Port-Gentil. Il le dit dans ce reportage d'Estranel Vonondon. Le parpaing est le matériau le plus utilisé dans nos sociétés actuelles, si bien qu'il représente, selon les experts, plus de 70% de la construction individuelle. Dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime, tout comme dans d'autres villes gabonaises, le constat est avéré. Cependant, le bois s'observe assez rare à travers ses artères. Pourtant, le Gabon regorge un patrimoine forestier aussi important. Toutefois, l'on est à même de comprendre la réputation du parpaing aujourd'hui. Non seulement elle s'articule autour de son coût moins élevé sur le marché et sur toute sa bonne résistance, mais sur le plan environnemental, son confort est remis en cause. Le bois pourrait être mieux exploité, beaucoup plus utilisé dans nos pays qu'il ne l'est actuellement.
On voit plus qu'on a tendance à utiliser le parpaing, le ciment, alors que l'on pourrait très bien utiliser du bois. Évidemment, il faudrait que ce bois soit abordable. Et ça, je pense qu'il y a une étude à faire là-dessus. Pourquoi dans nos pays, on n'arrive pas à implanter des maisons en bois? Les maisons en bois sont beaucoup plus jolies, d'abord d'une part à l'œil esthétique. Ensuite, après, c'est quand même des facteurs de maisons à énergie, si vous voulez, qui consomment basse énergie. La différence entre la température extérieure et intérieure, bien souvent, est meilleure que dans celle faite de parpaing. Vous voyez, les parpaings, quand on a une coupure d'électricité, si on n'a pas la clim, on crève de chaleur. Avec du bois, on n'aurait pas la même chose. On aurait une température qui serait stable entre 20 et 25, ce qui est beaucoup plus supportable qu'une température de 30 ou 35 degrés dans une pièce. Pour cet expert, les populations gabonaises peinent encore à bénéficier pleinement de ce matériau naturel et écologique qui est le bois, une vertu de sa forêt dense. Je dirais qu'au niveau local, les populations gabonaises ne profitent pas des forêts, puisque, je vous dis, il y a très peu de constructions en bois, valables et utiles. Et ça, je pense que c'est un problème aussi de sensibilisation, les gens. De sensibiliser les gens, de laisser tomber le parpaing, qui est une hérésie dans nos pays. On vivrait bien mieux avec du bois ou même avec du bambou. Par contre, je tiens à signaler que sur l'île Mandji, on a fait de tels ravages au niveau de la forêt que elle est tellement impactée au niveau de Port-Gentil qu'il ne reste plus grand-chose. Même le cordon que l'on trouvait vers le Cap Lopez, qui est normalement, d'après les documents des eaux et forêts, est une forêt classée. La préoccupation est à l'échelle mondiale. La préservation des forêts revêt d'une importance capitale au regard des effets climatiques qui menacent de plus en plus la survie des populations à travers la planète de nos jours. Et à Libreville, le réseau routier urbain connaît des difficultés et ces difficultés n'interpellent pas les autorités en charge de ces questions. Au Besséjour et dans les Pécards, lesquelles difficultés restent entières. Reportage. Le réseau routier urbain librevillois est en piteux état, enjugé par ces images où chaque automobiliste cherche à pouvoir se frayer un chemin, une difficulté qui s'ajoute à celle existante, dont les nombreux bouchons. Une situation qui existe depuis 2 ans, dont les habitants de la zone se sont déjà accoutumés. Malheureusement, les gouvernants peinent à solutionner ces difficultés que connaît le réseau routier urbain. Vivement que les autorités prennent ces difficultés à bras le corps. Depuis le 6 octobre 2018, date annoncée par les autorités en charge de l'éducation et relative à la rentrée scolaire 2018-2019, en province, cette rentrée scolaire n'est pas encore effective, c'est plutôt la rentrée administrative qui se poursuit. Dans la capitale de l'Ogooué-Maritime à Port-Gentil, plusieurs établissements secondaires et primaires, la rentrée se fait encore à compte-gouttes dans ce reportage d'Extranel Vonondon. Salles de classe fermées et quelques bureaux administratifs ouverts aux usagers, c'est le constat qui prévaut dans les établissements secondaires de l'enseignement professionnel et technique, notamment depuis le 1er octobre dernier, date fixée par la tutelle pour la rentrée effective des classes, comptant pour l'année académique 2018-2019. À l'École nationale de commerce de Port-Gentil, c'est le corps administratif qui se voit mobilisé autour des opérations de réinscription et révision des emplois du temps. Pour dire, c'est que la rentrée est timide comme dans les autres établissements. Jusqu'à ce jour, nous sommes encore sur les réinscriptions donc des anciens élèves en attendant les nouvelles listes pour les élèves de classe de première année. Jusqu'à ce jour, nous sommes encore sur les réinscriptions donc des anciens élèves en attendant les nouvelles listes pour les élèves de classe de première année. Nous avons également presque terminé avec les emplois du temps des enseignants et les 85% des enseignants sont déjà là, ils sont venus déjà s'inscrire et prendre un peu les fiches
les attestations de reprise de service. Comme à l'ENC, les mêmes observations sont faites au sein du lycée technique Jean-Fidèle Otando. Durant toute l'année scolaire, donc on vous remercie pour ça. Bon, au lycée technique Jean-Fidèle Otando, cette semaine est consacrée à la réinscription des élèves. C'est-à-dire, nous sommes en train de revoir avec les listes des anciens élèves. Donc, au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, nous sommes sur les réinscriptions des élèves. Donc, probablement, les cours vont démarrer dans quelques jours. Ces différentes formalités qui s'opèrent dans ces établissements secondaires ne peuvent que renvoyer l'ensemble des parties prenantes de l'éducation nationale et de l'enseignement professionnel et technique, autrement dit, parents d'élèves, élèves, enseignants et responsables administratifs, à une rentrée plutôt dite administrative, au lieu de parler d'une rentrée effective des classes. Par conséquent, ces retards pourraient impacter le nouveau calendrier pédagogique qui jusqu'alors reste méconnu du grand public. À présent, la fenêtre ouverte de cette édition d'information nous conduit à la problématique de la vie en solitaire en abordant avec Inès Mugamombo de la Savane les avantages et les inconvénients. Elle a baladé son micro à travers les rues de la capitale gabonaise. Il en ressort ce qui suit. C'est parfois pour éviter les problèmes ou encore à l'issue des déceptions sentimentales répétées que certaines personnes préfèrent vivre en solitaire, en état de fait qui aurait plusieurs origines et condamné par plus d'un. En baladant notre micro, nous avons recueilli des avis divergents. Vivre seul, c'est pas une chose normale. Parce que quand Dieu a créé l'homme avec la côte de... a créé la femme avec la côte de l'homme. Donc ça veut dire que les deux personnes doivent vivre ensemble. Vivre seul, c'est pas une chose normale parce que quand tu vis seul, tu ne peux pas t'en sortir. Quand vous vivez à deux, il y a certaines choses, vous pouvez vous entraider. Si tu as un problème, l'autre peut t'aider. Peut-être quand tu vis seul, surtout en cas de maladie, quand tu tombes malade, voilà pourquoi on ramasse un peu les corps. On a trouvé quelqu'un mort dans la maison parce qu'il vivait seul. Il n'avait personne pour venir à son secours. Donc vivre seul, c'est pas quelque chose qui est bien. La vie en solitude n'a vraiment pas d'avantage en tant que tel, parce que lorsqu'on se retrouve seul, on ne sait pas en cas de problème qui pourra nous aider. Mais la vie en solitude aussi a certains inconvénients, ou bien ces personnes-là fuient certaines charges et certaines responsabilités, parce qu'ils ne veulent pas assumer ou aider ceux qui ont besoin d'eux. Voilà. Je ne vois pas que la vie en solitude puisse avoir un avantage quelconque. Si d'aucuns estiment que la vie en solitaire ne présente aucun avantage, il n'en demeure pas moins que d'autres, par contre, trouvent des avantages tels que éviter les ennuis, les mauvaises rencontres, pour ne citer que cela. Cependant, il y a ceux qui pensent que c'est une façon de ne point faire face aux responsabilités et de cacher les défauts. Ce sont des gens égoïstes qui aiment vivre seuls. Parce qu'une personne qui sait ce que c'est la vie ne peut pas souhaiter à vivre seule. La solitude reste quelque chose à proscrire. L'adversité et les difficultés que l'on peut rencontrer ne doivent pas nous contraindre à adopter un comportement qui pourrait tôt ou tard nous coûter cher. Le débat se poursuit dans vos ménages. Les métiers qui étaient jadis réservés à la gente féminine sont de plus en plus pratiqués par la gente masculine. Ainsi, ces derniers gagnent leur vie tant bien que mal, disent-ils. Odman Aldo Mabunda, Vitalis Kumba, reportage. Pose de tissage, fixation de faux ongles, manicure et pédicure, le but est de mettre en relief la beauté des clients. Aujourd'hui, ce domaine n'est plus uniquement réservé aux femmes. La profession s'est longuement ouverte aux hommes et il se trouve que ce n'est plus le cadre pour le pratiquer qui compte, mais plutôt les résultats. En effet, outre les instituts et salons de beauté, il y a également ceux qui exercent dans les rues, disant que ce sont les endroits appropriés pour mieux ramasser le minimum de clients. J'ai choisi cet endroit parce que c'est à côté de la route, parce que les affaires c'est en placement. Tu peux être un bon connaisseur, mais si vous n'êtes pas bien placé, vous ne pouvez pas avoir de clients. Qu'ils soient belles pour aller à n'importe quelle fête comme mariage ou cérémonie, qui est son choix.
C'est l'idée de ces choix de cet emploi. Ce coiffeur présente de nombreux types de vernis, de mèches et d'autres produits nécessaires au travail. Ils attirent directement ces femmes qui veulent se faire traiter sous proposition de prix défiant toute concurrence. Ces hommes qui sont parfois préférés aux femmes grâce à leur perspicacité et la qualité du travail. Il me croit bien. Il veut que tu sois à l'aise. Oui, de faire comme quand tu es à l'aise de tout. Certes, d'aucuns diront que cette profession n'honore pas la gente masculine, mais ce styliste affirme qu'à travers ce métier, il gagne mieux sa vie. J'ai commencé depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. Mais je vais vous dire, si tu apprends cette métier, les gens dehors te regardent pour te dire cette métier, c'est le métier des femmes, c'est le métier des comme ça et en bas. Non, non, on ne suit pas ça. Si tu mets la tête dedans, tu vas gagner et tu vas plus travailler. J'aime travailler pour les femmes parce que les femmes même aussi, comment je travaille, ils m'ont dit je travaille bien, je fais ça, tout, donc je suis content. Je ne plains pas, c'est mieux que partir voler, marcher sur la route, c'est mieux que faire ça. Parce que maintenant la vie est devenue dure, le métier est bon, de marcher comme ça là, sans faire rien. J'ai besoin les jeunes d'aujourd'hui de les encourager pour apprendre un métier. Parce que maintenant, comme le président avait dit, un jeune métier pour les gens, c'est ça. Du jeûne à présent, plusieurs personnes se lancent dans la pratique du jeûne sans toutefois mesurer les conséquences physiologiques que cela pourrait entraîner. Le jeûne essaie de recommander aussi bien sur le plan scientifique, physique que spirituel, mais consulter au préalable un médecin serait l'idéal. Fouti Boulanga Mouleka, reportage. Peut-on dire qu'il y a une différence entre la pratique du jeûne et être à la diète? Si différence il y a, à quel niveau réside-t-elle? Réside-t-elle dans la pratique ou dans leur définition? En effet, le jeûne, dérivant du verbe jeûner, signifie se priver volontairement de nourriture ou en être privé, c'est-à-dire rester à jeun. Ainsi dit, le jeûne est donc synonyme de régime, abstinence. Sinon, c'est synonyme d'être à la diète. Mais faut-il dire qu'un païen qui fait un régime court moins de dangers physiologiques qu'un chrétien qui pratique régulièrement du jeûne si les deux personnes restent à jeun? Dans les deux cas, la pratique abusée du jeûne a forcément des conséquences néfastes sur le métabolisme de l'un ou de l'autre. Ainsi, bien que le jeûne soit une arme efficace spirituellement parlant et dont la source est la foi en Jésus-Christ, pour le cas des chrétiens, il est scientifiquement recommandé de commencer par habituer son corps à ne pas recevoir de nourriture régulièrement jusqu'à s'habituer. Par ailleurs, il est préférable de faire un bilan de santé avec autorisation de votre médecin pour courir moins de risques pendant votre jeûne, surtout si vous prenez des médicaments, car cela pourrait entraîner des effets secondaires comme des maux de tête, des vertiges entre autres, et dont vous pourrez accuser d'autres sources spirituelles d'en être responsables. L'actualité hors de nos frontières nous conduit d'abord au Moyen-Orient. Nous revenons sur l'affaire de Khashoggi, ce journaliste saoudien disparu dans l'ambassade de son pays à Istanbul, en Turquie. Et sous les feux de critiques, le président américain Donald Trump a affirmé mercredi ne pas chercher à couvrir l'Arabie saoudite, le lien, autant pour moi, des États-Unis sur cette affaire de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien disparu donc à Istanbul. Reportage. Un drone pour survoler le bâtiment, des chiens renifleurs également mis à contribution alors que le procureur arrive sur les lieux. 2 jours après le consulat saoudien d'Istanbul, c'est la résidence du consul qui est fouillée par les enquêteurs turcs, en l'absence du consul lui-même, reparti précipitamment la veille dans son pays. Les démarches du consul après la disparition de Khashoggi ont naturellement suscité des réactions. En particulier ses moqueries lorsqu'il ouvrait les placards et en s'exclamant « Il n'est pas là ». Aux côtés du ministre turc des Affaires étrangères, son homologue américain, après une visite aux Saoudiens, Mike Pompeo est arrivé mercredi matin en Turquie, accueilli dès l'aéroport par Recep Erdogan. Durant cet échange, le président turc a assuré le secrétaire d'État américain de la bonne collaboration de Riyad, qui a même dépêché des enquêteurs à Istanbul. De quoi rassurer Donald Trump, qui multiplie depuis le début de la semaine les déclarations pour dédouaner la monarchie saoudienne. Je ne les couvre pas du tout. Cela étant dit, l'Arabie saoudite est un allié très important au Moyen-Orient. Mais les informations se multiplient pourtant sur la possible implication
du pouvoir saoudien dans la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Un journal pro-gouvernemental turc affirme qu'il aurait été torturé puis décapité par des agents saoudiens. La veille, le New York Times a révélé que des proches du prince héritier, Mohammed Ben Salman, faisaient partie des suspects. En Crimée, au moins 19 morts dans une fusillade dans un lycée. L'état d'urgence a donc été décrété à Kerch. Il s'agit donc de l'attaque perpétrée par un élève âgé seulement de 18 ans qui a offert le feu sur ses condisciples de classe. On dénombre donc, comme je le disais tout à l'heure, 19 morts, mais la question soulève donc la problématique de la sécurité en milieu scolaire. Reportage. Devant le lycée de Kerch, c'est la panique. À l'intérieur de l'établissement, une attaque vient d'avoir lieu. Armé d'un fusil, un étudiant a provoqué un carnage, tuant plusieurs personnes et en blessant des dizaines. D'après des témoins, plusieurs explosions se seraient également produites dans le lycée. Il y avait beaucoup de corps. Les fenêtres ont volé en éclats, le hall a explosé. Au deuxième étage, il ouvrait les classes et tuait tout le monde, tous ceux qu'il voyait. L'auteur présumé de la fusillade se serait ensuite suicidé. L'image du suspect, mitraillette à la main, circule sur les réseaux sociaux. Il aurait été identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Il s'agit d'un élève du lycée, âgé de 18 ans, et identifié sous le nom de Vladislav Rosliakov. Son corps, avec des blessures par balle, a été retrouvé dans l'une des salles du lycée. À l'extérieur, les secours sont débordés. Les victimes sont évacuées dans des ambulances de fortune. Des hélicoptères et 200 militaires ont été envoyés sur place. Les autorités avaient d'abord cru à un attentat. Informé du drame en pleine rencontre avec son homologue égyptien, le président russe a interrompu sa conférence de presse. Je voudrais exprimer mes condoléances aux proches des victimes et j'espère que les blessés seront bientôt rétablis. Nous ferons tout ce qui est possible pour cela. Il s'agit d'un crime. Les motivations qui ont conduit à cette tragédie sont en train d'être recherchées. À Kerch, l'état d'urgence a été déclaré. 3 jours de deuil seront observés en Crimée. Othman Aldo Mabunda et Vitalis Kumba vous ont posé la question de savoir quelle est la nouvelle dénomination du royaume de Swaziland. C'est la rubrique Expression libre. Sans commentaire, simplement. Je ne sais même pas ce que c'est. Bon, pour le moment, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas cela. Bon, je m'excuse. Je vais faire des recherches. Aucune idée. Swaziland, j'ai pas d'informations pour ça. J'ai pas d'informations. Je ne connais pas. Vraiment aucune idée. Le royaume du Swaziland a donc changé de dénomination. La nouvelle dénomination, c'est Eswatini. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain à la même heure, s'il plaît à Dieu le Très-Haut.